Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État Alassane Ouattara est en visite d'État en France. Il a rencontré ce jour son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont entretenus sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. La sécurité et la paix étaient également à l'ordre du jour. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est clôturée ce 9 juillet. La séance plénière du jour a vu l'élection d'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la tête de l'institution parlementaire francophone. Il a été élu pour un mandat de 2 ans. Et puis les résultats du BEPC sont connus depuis ce matin. Cette année, 241 103 candidats ont été admis sur un effectif de 420 674, un taux de réussite dans le pays de 57,31%. Bienvenue dans ce journal. Rencontre au sommet, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont entretenus cet après-midi au palais de l'Élysée. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la France était au centre des échanges, avec notamment des questions liées à la sécurité et à la paix dans le monde. Le compte-rendu de cette deuxième rencontre de l'année par Habiba Dambélé-Saoué. Le président Alassane Ouattara fait son entrée au palais de l'Élysée ce mardi 9 juillet 2019. Il est 15h40. Le chef de l'État est chaleureusement accueilli par son homologue Emmanuel Macron. Il s'agit pour cette deuxième rencontre de l'année 2019 de passer au scanner, l'axe Yamoussoukro-Paris. La rencontre qui a duré environ 1 heure s'est déroulée à huis clos, mais nul doute que les questions liées au financement et au démarrage effectif des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la mise en œuvre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement d'un montant de 738 milliards de francs CFA et la construction de l'Académie régionale de lutte antiterroriste de Jacquesville ont été abordés. Le président Alassane Ouattara rassure quant à l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons eu un tête-à-tête d'1 heure et demie, donc nous avions beaucoup de choses à nous dire. Vous connaissez l'étroitesse des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. C'était une occasion de parler de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais également un tour d'horizon sur la situation régionale, continentale et mondiale. Vous savez que le monde traverse un moment un peu d'incertitude. Également, les foyers de tension sont connus. Et pour nous, c'était une opportunité d'échanger. Se prêtant aux questions de la presse nationale et internationale, le chef de l'État, économiste et financier de renommée internationale, a instruit les journalistes sur la création de l'ECO, la monnaie ouest-africaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous respectons les critères de convergence pour 2020. D'autres pays les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas. Donc il faudrait que les critères de convergence soient atteints par tous les pays avant d'y aller. Mais ce que nous avons arrêté par contre, c'est que les pays qui sont prêts, par exemple les pays de la zone UEMOA, qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, sont prêts sans doute en 2020. Il appartiendra au chef d'État de cette zone de prendre une décision. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan ce mercredi. Et puis en marge de sa rencontre avec Emmanuel Macron, Alassane Ouattara s'est aussi exprimé, vous allez le voir dans cet élément, sur la dernière performance des éléphants. Je suis un homme heureux et maintenant nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203.
La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue à Abidjan depuis le 5 juillet dernier. Présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa participation à cette session, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue ce mardi matin par le vice-président de la République. Louise Mouchi-Kiwabo a présenté à Daniel Kablandankan sa vision de la francophonie. Il s'agit principalement de réformer l'OIF afin de la mettre au service des peuples, selon elle, et pour ce faire, elle entend orienter les actions de cette organisation vers la jeunesse, la femme et le numérique. Élue secrétaire générale de l'OIF en octobre 2018 pour un mandat de 4 ans, la Rwandaise entend ainsi œuvrer pour la promotion de la francophonie lors des rencontres internationales. La 45e session de l'Assemblée parlementaire s'est achevée ce mardi 9 juillet. La session plénière du jour a été marquée par l'élection d'Amadou Soumaoro, le président de l'hémicycle ivoirien à la tête de l'institution parlementaire francophone. Il succède ainsi au Québécois François Paradis pour un mandat de 2 ans et s'engage à poursuivre les actions de renforcement de la démocratie. Konaté Moussa. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est élu par acclamation en séance plénière. Il remplace à ce poste le Québécois François Paradis. M. Soumaoro, je vous fais une passe sur la palette. Ça veut dire que je vous aiderai, je vous accompagnerai, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour aller au terme de votre présidence avec le plus grand des succès. Bref, nous patinerons ensemble. Nous, tous ensemble. La Côte d'Ivoire à la tête donc de l'APF pour un mandat de 2 ans. Le président Amadou Soumaoro s'engage à être au service de l'institution interparlementaire francophone. Nous œuvrerons ensemble à faire de l'APF une institution qui épouse l'ère du temps, en se saisissant des questions qui préoccupent nos populations. C'est pourquoi je lance un appel à tous en vue de la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de poser les jalons de nos actions futures en ayant à l'esprit la construction d'une véritable communauté francophone dont les interventions profitent pleinement aux populations de nos pays. Après cette intervention, Amadou Soumaoro, dans sa nouvelle fonction de président de l'APF, a présidé la suite de la séance plénière. Il a ensuite mis fin aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je déclare maintenant clos les travaux de la 45e session de l'APF et vous donne rendez-vous en juillet prochain pour la 46e section. Et pour bien clôturer cette session de l'APF, un dîner gala a été offert aux parlementaires de la francophonie venus participer à la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Au cours de ce dîner gala, des personnalités du monde culturel ont été distinguées pour la promotion de la langue française. Passons à ce sujet qui a fait l'actualité toute cette journée. Les résultats du BEPC ont été proclamés ce mardi 9 juillet. Les chiffres du BEPC 2019, cette année, 241 103 candidats ont été admis sur un effectif de 420 674 participants, soit un taux de réussite de 57,31% contre 60,14% en 2011. C'est une baisse de 2,83%. Christelle Bidija et Kraskando. Sur 420 674 candidats qui ont pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, 241 103 ont été déclarés admis. Soit un taux national de réussite de 57,31% en 2019, contre 60,14% en 2018 et 60,08% en 2017. L'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points
par rapport à la session 2018. C'est dire combien de fois nous regrettons les perturbations de l'année et leurs conséquences sur les résultats scolaires. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats du jury spécial de proclamation seront connus le mardi 16 juillet prochain. C'est là donc un taux en baisse de 2,83% comparé à 2018, où le taux de réussite était de 60,14%. Et ces résultats du BEPC ont été proclamés dans 749 centres à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national. Petit tour des centres de la capitale avec Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Yopougon, lycée municipal Pierre Gadier, il est 13h. Des candidats au BEPC impatients sont en attente de leurs résultats. Ici, le jury prépare la proclamation des résultats. Numéro de table 19 400 2109. J'ai travaillé, j'ai cru en moi et Dieu m'a récompensé. Je vais avec la joie et annoncer ça à la maison pour qu'on fête. Dans ce centre, 158 candidats ont été déclarés admis sur 535. Les candidats sont appelés, selon les règles, à introduire leurs réclamations. Les candidats au BPC, nous en avions 535 et il y a eu 158 admis, ce qui donne un taux de réussite de 31,60%. Les réclamations, c'est juste après les proclamations, c'est pour 48 heures. Lycée municipal d'Atekoubé. Après les résultats, on se félicite et célèbre l'obtention du brevet. Dans la commune de Cocody, au lycée classique, les candidats admis encouragent ceux qui ont échoué. Et vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Et quand tu penses au soutien de tes parents, tout ça, ça fait mal vraiment. Les responsables du centre s'activent pour la distribution des relevés de notes. Nous sommes à l'étape de distribution des relevés. Parce qu'après la proclamation des résultats, les candidats doivent rentrer en possession de leurs relevés de notes pour faire des réclamations si ça s'est bien passé. S'il y a eu des omissions, ils ont droit à faire des réclamations. Et présentement, nous donnons les relevés de notes et nous recevons en même temps les réclamations. L'examen du BEPC session 2019 se solde par des résultats globaux, en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018, selon la direction des examens et concours. À Bouaké, entre joie et tristesse, les sentiments sont partagés après la proclamation des résultats du BEPC. Ces images sont rapportées par Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Zénab Soumaoro fait son entrée au centre d'examen où elle a composé. L'heure fatidique des résultats du BEPC session 2019 a sonné. Je suis très ravie. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis émue. Comme elle, plusieurs élèves faisant partie des admis au BEPC session 2019 expriment leur joie après la proclamation des résultats. Je suis très heureux d'avoir eu mon BEPC. Je ne veux plus parler, je suis trop heureux. Le taux de réussite cette année dans la région de Pékin est de 49,75% contre 57,31% de taux de réussite au plan national. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans les centres de composition respectifs. Ce mardi étaient réunis les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre d'un atelier sur la validation d'une nouvelle politique de formation, une nouvelle approche pour dynamiser et certifier les diplômes délivrés dans les universités et grandes écoles. Dorcas Loba et Serge Coléa. Adéquation, formation, emploi, certification et compétitivité des diplômes, amélioration de la gouvernance, dynamisation de la politique gouvernementale.
Voici les chapitres majeurs de la nouvelle politique de l'enseignement supérieur. Après une analyse diagnostique du système, une autre approche pédagogique s'impose selon la Direction générale de l'enseignement supérieur. Nous constatons en Côte d'Ivoire que l'enseignement supérieur est peu pertinent. Et pour cela, les formations que nous devons produire, et surtout les produits de l'enseignement supérieur, doivent pouvoir régler nos problèmes de société. Pour les enseignants, cette démarche doit permettre de rehausser l'image du système académique en Côte d'Ivoire. Quand il y a un enseignement supérieur de qualité, il y a des ressources humaines de qualité. C'est en cela que le changement de politique pourrait nous amener à changer la Côte d'Ivoire qualitativement en termes d'intelligence. Cet atelier de validation a vu la participation de tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur. Le ministère entend amener les différents acteurs à s'approprier cette nouvelle réforme. Une autre rencontre, le réseau africain de gestion des projets de développement a organisé sa deuxième édition de l'université d'été des professionnels de la gestion de projets. Les objectifs de cette édition 2019 étaient de promouvoir la vulgarisation des initiatives infrastructurielles réussies en Afrique et la promotion des méthodes de mobilisation de fonds pour le financement des infrastructures. La rencontre s'est tenue à Abidjan et Franck Quasio nous fait le compte-rendu. 30 dirigeants et responsables représentant 21 fonds, banques et structures d'investissement. 187 cadres d'entités à charge de projets venus à Abidjan à la deuxième édition de l'Université d'été des professionnels de la gestion de projets UPGP. Pour le réseau africain des professionnels de la gestion de projets, cette édition 2019 vise à favoriser le partage d'expériences, les outils de gestion et les procédés entre les personnes qui travaillent à la préparation, le financement, l'exécution et l'évaluation des projets de développement au sein de l'UPGP. L'édition 2019 porte sur les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement. La pratique cette année va porter sur la mise en relation d'affaires entre des porteurs de projets et les mettre en relation avec les investisseurs. De l'espoir en perspective pour les demandeurs de financement de projets et investisseurs privés. Une volonté aussi de renforcement des capacités pour les professionnels de la gestion de projets dans la mise en œuvre de projets en infrastructure innovantes. Lorsque les banques délivrent un financement, ça peut être sous forme d'un financement individuel d'une banque vers un demandeur ou alors dans le cadre d'un pool de banques qui décident ensemble de confier leur argent à un promoteur, eh bien ces banques ont besoin de s'assurer que lorsqu'il y a un appel de fonds du promoteur, cet appel de fonds correspond bel et bien à ce qui avait été prévu. Durant ces 5 jours d'échange à l'Université d'été des professionnels de la gestion du projet, 300 décideurs et acteurs publics et privés seront formés à la maîtrise de nouveaux mécanismes de financement et types de gestion de projet. Le dossier économique de ce journal examine le commerce entre les pays africains avec un zoom sur la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. Adoptée par 27 pays, elle compte à ce jour 54 signataires. Depuis le dimanche 7 juillet dernier au Niger, lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, cet accord est entré dans sa première phase opérationnelle. En clair, qu'est-ce que la zone de libre-échange continentale africaine ? Quelles sont ses exigences et que faire pour bénéficier de ses avantages? Tout ce qu'il faut savoir sur la ZLECA dans ce Ecoplus de Noël Gnagno. Palais des Congrès de Niamey, dimanche 7 juillet 2019. L'histoire retiendra que ce jour-là, des fils d'Afrique, des plus illustres anonymes, chefs d'État, chefs de gouvernement, experts en commerce international, économistes de renom d'Afrique et la diaspora, rassemblés sur les bords du Niger, ont lancé la phase opérationnelle de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Une zone de libre-échange, c'est de profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, je produis beaucoup, je vends beaucoup à moindre coût, donc je gagne beaucoup.
Si je veux le marché ivoirien, c'est 25 millions d'habitants. Mais si je vais à un marché beaucoup plus large, le marché nigérian, le marché égyptien, par exemple, voilà des marchés, le marché sud-africain, voilà des marchés beaucoup plus importants, et le marché kenyan. Et si je peux alors exporter vers ces marchés et vendre mes produits là-bas et avoir des produits très compétitifs, voilà l'objectif. Premier jalon de la marche vers l'intégration économique, la zone de libre-échange a ses exigences. En pole position, la volonté politique. Nous sommes un continent avec énormément de potentialités. Pour pouvoir justement capitaliser sur ce potentiel, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique d'intégration. Expression de cet état de fait, les multiples activités réalisées en 3 ans pour préparer l'étape de Niamey. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Autre rapport, cette fois des privés pour des privés, le Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel des privés africains, lui a consacré 2 jours d'échange avec un thème évocateur de la parole aux actes. Une façon pour les privés africains de s'assumer face à cet enjeu continental. Tout le potentiel économique a été visité. En bonne place, les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du transport et de l'agriculture, parce que déterminant pour la mise en œuvre de la ZLCAF. Africa 50 va travailler plutôt sur le volet production d'électricité, marginalement sur le volet transport, mais d'autres institutions peuvent soutenir donc les projets de lignes de transport d'électricité entre les pays, et nous allons nous faire notre part pour la production d'électricité. L'Afrique a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution du numérique. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de bâtir ces autoroutes de l'information notamment et de connecter nos populations, notamment les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général. Sur ces différents segments, la Côte d'Ivoire arrive avec un avantage comparatif certain. La ZLEC est en train de nous obliger à sortir des petits pas. Il faut faire des bons produits en avant pour qu'on soit compétitif sur le marché international. De faire en sorte d'abord que nous, l'institut de recherche que nous sommes, je vais parler de chez nous comme au Ghana ou dans les autres pays, nous sommes des instituts de recherche forts, mais également des instituts qui puissent véritablement travailler en harmonie et en association, en coopération, pour permettre justement de maintenir ce potentiel-là. En rentrant dans la zone de libre-échange continentale, la Côte d'Ivoire est déjà outillée. Il s'agit de vraiment améliorer ce qui existe, de faire en sorte que les PME qui existent, ou les petites entreprises, ou toutes les entreprises en tout cas en Côte d'Ivoire, puissent participer, puissent prendre avantage de notre organisation, de nos infrastructures, et que vraiment nous puissions en tant qu'économie prendre une part prépondérante dans ces zones de libre-échange. La ZLCAF, comme on le voit, est certes grosse d'opportunités, mais aussi de difficultés. Les défis doivent être relevés et lui donner toutes les chances de sa réussite pour gagner le pari de l'avènement demain d'un marché commun, puis d'une zone monétaire. De libre-échange portant sur la disparition d'une bonne partie, on parle de 90% thème, des droits de douane et des barrières non tarifaires qui sont toutes les réglementations qui limitent les échanges. Dans cette zone de libre-échange, les pays africains disent à terme, nous voulons aller vers un marché commun. Donc nous poussons notre zone de libre-échange pour que les échanges ne portent pas seulement sur les biens et services, mais les échanges puissent porter également sur les capitaux financiers, sur les hommes, donc la main-d'œuvre, pour avoir un marché commun. C'est le prix à payer pour construire la nouvelle Afrique, riche demain de 2 milliards de consommateurs, avec le quart de cette population vivant en ville, avec un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards, participant sans complexe à la mondialisation.
Et puis aujourd'hui, les pays africains n'échangent qu'environ 13% de leurs biens et services entre eux, contre 70% avec les pays européens et 50% avec l'Asie. Toujours en économie, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont été formés sur la régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire. Les objectifs de cette formation dans ce reportage de Nadia Ija et Alverassar. La régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, c'est le thème qui a sanctionné cette formation des parlementaires sur la transparence dans la commande publique. Le cadre juridictionnel de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics leur a été présenté. Environ une soixantaine de députés ont suivi cette formation essentielle pour la bonne gouvernance et le maintien d'un climat de confiance dans l'environnement des affaires. Elle a porté sur l'information sur le système des marchés publics. La notion de marché public, la notion de régulation. Et surtout, notre souhait, c'est que les députés en repartant puissent être des porte-voix, comme ils sont des acteurs de terrain, pour que le public sache véritablement qu'il y a une organisation qui existe, qui veille à la transparence dans le processus d'attribution et d'exécution des marchés publics. Désormais outillés, les représentants du peuple en charge des questions économiques et financières se sont engagés à utiliser cet instrument de régulation dans l'intérêt des populations. Nous, en tant qu'Assemblée nationale, pour mener certaines actions de contrôle, nous faisons appel à des structures spécialisées. Et là, nous venons d'apprendre que l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a des cellules spécialisées. Nous verrons comment, dans quelles conditions on peut travailler avec ces cellules. Ça me donne l'opportunité de savoir que s'il y a des anomalies dans l'exécution des travaux dans nos régions, je peux m'adresser à l'autorité de régulation des marchés publics. Créée en 2009, la NRNP a formé à ce jour plus de 8000 acteurs dans le secteur public et privé et de la société civile. 282 décisions ont été rendues, dont 29 ayant conduit à l'exclusion de 41 entreprises à toute participation au marché public sur le territoire ivoirien. Cela pour une période de 2 ans. Selon son président, Coulibaly Yacouba, c'est l'expression de toute la rigueur pratiquée par la NRNP dans la régulation des marchés publics. Dans le cadre des sécurités routières dans la région du Béquet, la lutte contre l'incivisme routier est engagée. Les engins à 2 ou 3 roues sans casque de sécurité ne sont plus autorisés à circuler. Les infractions routières sous toutes leurs formes seront punies conformément aux lois en vigueur et les forces de l'ordre ont été sommées de veiller au civisme routier par le préfet de la région. Des organisations de la société civile soutiennent le projet de loi du gouvernement rassemblé au sein de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Ces organisations ont salué ce mardi les avancées contenues dans ce projet de loi. Michel Digré. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance se dit satisfaite du projet de loi portant recomposition de la CEI et pour cause. La composition proposée par le projet nous apparaît raisonnable, en ce sens que pour la première fois, la société civile sera représentée au sein de la commission électorale avec 6 représentants, contre 3 respectivement pour les forces politiques au pouvoir et celles de l'opposition. Même si certains points de ce projet devront être réexaminés par le Parlement, cette plateforme de la société civile souhaite que les négociations en vue d'une CEI consensuelle soient dépassionnées. Il apparaît utile à la DPFJ d'attirer encore une fois l'attention de toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens sur la nécessité de solutions concertées dans le cadre, le respect mutuel et l'esprit républicain qui nous ont souvent fait défaut. La DPFJ marque ainsi sa détermination à poursuivre ses actions en vue de contribuer à un processus électoral apaisé et inclusif. Dans l'actualité internationale, au Soudan, le compromis trouvé le 5 juillet dernier entre les putschistes au pouvoir à Khartoum et la coalition civile prévoit un partage du pouvoir pendant un peu plus de 3 ans, soit jusqu'aux prochaines élections dans le pays. En attendant la signature du texte, le chef du conseil militaire a assuré que les putschistes allaient s'effacer.
Et puis en football, demain s'ouvre la phase des quarts de finale de la CAN 2019. Le Sénégal sera opposé au Bénin à 16h et à 19h, le Nigeria rencontrera l'Afrique du Sud. Et ce sont des matchs à suivre en direct sur RTI 1. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous.